Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caride. Il reste une ou deux chaises si vous voulez vous asseoir. On est extrêmement heureux d'accueillir Jocelyne de Verchères ce soir pour parler de Simon et aussi de son premier roman, Première à éclairer la nuit. On va se livrer à un exercice un peu périlleux qui va consister à parler de Simon en tentant de ne absolument pas gâcher le plaisir du lecteur, c'est-à-dire en laissant intacte l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je crois que dans l'Assemblée, ils sont nombreux à l'avoir lu, mais il y en a peut-être qui ont encore envie d'avoir la surprise. D'accord. Bon, c'est un principe de cette librairie. Oui, pardon. Mais voilà, après on peut déroger à nos principes. Voilà, donc Simon, c'est un petit garçon de 6 ans, il est le narrateur de ce roman. Et d'emblée, on est, même si quand on rentre dans le roman d'entrée de jeu, la maturité de son langage, son attention à ses sensations, à ce qui se déroule peut un petit peu surprendre. Il nous fait entrer en tout cas sans douter dans cette histoire dès le départ, par son œil et puis par ses sensations. Donc Simon, il vit une vie relativement normale. Il est fils unique, aimé et aimant ses parents, dans un environnement, une ville qui n'est pas nommée, mais qui n'a rien de vraiment extraordinaire. La seule chose peut-être, c'est que c'est relativement normal, mais sa mère, dans les yeux de l'enfant, apparaît comme ayant quelques petites fragilités ou déraillements. Voilà. Et donc la vie de Simon dans cette famille va vivre un drame, va connaître une tragédie, un drame majeur. Pourtant, ce qui est formidable quand on lit Simon, c'est que la tonalité du roman, elle est toujours vivante, lumineuse, de bout en bout. Et ça, parce que ça donne la voix à cet enfant, qui permet de changer de point de vue en se plaçant dans les perceptions de cet enfant, en parlant pas forcément du point de vue de la raison, mais du point de vue du cœur. Et puis aussi par la forme que prend la narration, extrêmement vivante, mais ça on va y revenir. Alors peut-être pour démarrer sur la première question, et pour parler du narrateur, je voulais faire un petit détour par ton précédent roman, donc Première à éclairer la nuit, où tu donnais la parole à un homme, un adulte, qui vivait une histoire d'amour, de tromperie, de rupture, à la fois aussi assez classique, on va dire, mais en même temps très tragique dans ces circonstances, par une forme de naïveté de cet homme, justement. Donc je voulais savoir pourquoi tu avais choisi, à la fois pour ce premier roman et pour Simon, des narrateurs qui étaient si loin de toi. J'ai l'impression que, pour moi, ce qui est, bon, peut-être ça vient aussi de mon parcours de comédienne où j'endosse des rôles et avoir un jeu qui serait moi ou plus proche de moi, peut-être que je m'autoriserais moins en fait à libérer mon imaginaire. Et c'est vrai que d'être à l'intérieur d'une figure masculine, je me sens autorisée à rêver des choses, à fantasmer des choses, peut-être à les exprimer plus facilement parce que c'est moins proche de moi. C'est une manière de me déguiser, oui, d'avancer masqué un peu. Parce que malgré tout, évidemment, ça résonne avec des choses que je peux avoir connues, voilà, qui sont proches de moi. Mais c'est vrai que cette parole, le jeu de Jocelyne, j'y arrive pas, ou le jeu féminin pour le moment non plus. Alors, la première phrase du roman de Simon, c'est donc « J'ai 6 ans et ce sentiment d'être responsable m'exalte ». Moi, j'adore cette première phrase. Puis dès la première phrase, on a la voix de l'enfant, et puis on a sa responsabilité dans l'instant qu'il est en train de vivre, et puis peut-être sa responsabilité en tant que narrateur. Qu'est-ce que ça fait de donner la parole à un enfant? Est-ce que l'expérience d'écriture de ce roman était différente du précédent?
J'ai réfléchi un peu aussi par le retour que j'ai pu avoir des lecteurs et je me suis rendu compte que j'ai quand même donné à chaque fois la voix à deux personnes qui ne sont pas vivantes. Et, et j'ai l'impression que moi, en tant qu'auteur, j'ai une responsabilité de faire entendre une voix qui n'est pas la mienne, justement. Et c'est comme si, quand je me mets au travail, je suis euh, responsable de faire entendre ces voix-là. J'ai un sentiment comme ça, oui, de responsabilité. On peut peut-être en entendre Ah, pardon. un extrait de Simon. De Simon, d'accord. Donc, Simon est avec ses parents pour aller faire des courses, pour l'anniversaire de son ami Léo. C'est un beau jour pour se rendre dans le grand magasin de l'autre côté de la rivière. Trouver un cadeau pour mon ami Léo, peut-être. On en profitera aussi pour te refaire une garde-robe, mon poussin. J'ai pas envie de mettre une robe. Qui te parle de mettre une robe? Toi, tu as dit une garde-robe. Ma mère rit. Je suis rassurée quand elle me promet que ce sera un pantalon, un jean peut-être aussi, une chemise et surtout des chaussures. Oui, une paire de baskets, si je veux, elle est d'accord. Un coup d'œil dans le rétroviseur, capter le regard de mon père, ses yeux bruns rieurs. J'émets un soupir de mécontentement. Il conduit, la fenêtre légèrement entrebâillée, ses cheveux violettes, sa main droite sur la cuisse gauche de ma mère, concentrée sur la route. L'impression que la voiture est sur coussin d'air. Elle file au-delà des lignes blanches, j'entends le chant des camions. Est-ce que vous vous moquez de moi? Je n'ai pas le temps de renouveler ma question. Quand la voiture s'engage sur la bretelle sur la droite, je m'accroche à la poignée de la porte pour ne pas me laisser déporter, fracassée contre l'intérieur de la portière droite, les pneus crissent. Cette fois-ci, nous crions à l'unisson les cris de la joie et de la peur. Comme sur un circuit, mon père champion. Le supermarché apparaît, à mesure que la voiture approche, il envahit tout le paysage. Se garer comme un jeu de piste, c'est samedi. Le parking bondé annonce la foule dans les rayons. Le bruit tout autour, l'attente sur les tabourets en faux cuir beige clair, dans la galerie marchande, de nouvelles baskets. Bleues de l'océan, comme celles de la vitrine, des chaussures à talons rouges vifs pour ma mère. Par les temps qui courent, sortons joyeux, n'est-ce pas, chérie? C'est mon père qui s'adresse à ma mère. Il se lève d'un bond, des chaussures identiques aux miennes, mais vert gazon. Ça me ravit. Ma mère autorise la vendeuse à mettre mes anciennes directement à la poubelle. Je me sens tout nu, je me sens tout neuf. Le caddie rempli jusqu'à ras-bord, mon père peine à le pousser, la tête posée sur ses bras croisés à l'avant du panier en fer, il zigzague entre les gens, le verre de ses chaussures comme un goût de printemps. Le téléphone vibre dans le sac de ma mère, elle s'arrête. Mon père continue d'avancer, j'hésite à le suivre ou à attendre ma mère. Placée de 3/4 d'eau, je n'entends pas ce qu'elle dit. Le monde, la musique environnante, elle parle, je crois de plus en plus fort. Sa bouche énorme, son visage déformé. Elle pousse un cri muet, s'affaisse, gémit à présent. Elle est à terre. J'appelle mon père, il ne m'entend pas. Je ne le vois plus. Ses larmes ruissellent sur mon caban, ma mère dans mes bras. Je tangue sous son poil, se relève, s'essuie le visage avec sa manche. Ça va, mon poussin, ça va. Elle se mouche et tente un vague sourire. Elle stoppe devant une vitrine qu'elle prend pour miroir, enlève le noir qui a coulé sur ses joues, se remet du rouge sur les lèvres. Ni vu ni connu, plus tard mon cœur, dit-elle. Elle pose un doigt sur sa bouche. Chut. Je comprends qu'elle ne me racontera pas, et je ne dirai rien à mon père. Elle plisse les yeux, deux traits perçants dans son visage diaphane, ses yeux comme ceux des chiens de traîneau, le masque de l'autorité distante. Est-ce que tu veux une glace? Une crêpe? Une gaufre au sucre? À la chantilly, tu aimes ça pourtant la chantilly? Oui, mais là j'ai pas faim. Oh là là, ben moi j'en veux une. Oui, une gaufre, s'il vous plaît, au chocolat. Elle fait cette demande à un homme immense, qui officie derrière des moules en fer qu'il fait virevolter d'un coup sec d'une main puis d'une autre. Tellement grand qu'il se tient courbé pour nicher sous le toit de cette baraque à confiserie à la sortie de la galerie marchande. Je rejoins mon père en courant. Il a pratiquement fini de ranger les courses dans le coffre de la voiture. Ma mère s'avance vers nous, à chacun de ses pas une bouchée. Quand elle arrive à notre hauteur,
Elle avale le dernier morceau dans un soupir de délectation. La tête légèrement penchée en arrière, elle s'applaudit. C'était délicieux. Merci pour nous. Simon n'en voulait pas. Et moi alors? Oh, tu en veux? J'y retourne. Non, viens, on rentre, j'en ai ma claque. Vous auriez pu me dire que je suis pleine de chocolat? C'est malin, on dirait que j'ai une moustache. Elle va pour se nettoyer avec un mouchoir en papier. La tête de mon père s'approche de son visage. Sa langue surgit, il rugit. Ma mère se laisse faire, elle a fermé les yeux. Je fais une moue de dégoût. Mon père enclenche une vitesse, voit ma mine dans le rétro, il sort ses dents, tel un lion. J'ai faim, tellement que je pourrais te manger, toi l'enfant, là derrière. Je m'enfouis sous mon caban. Un sentiment de toute puissance avec mes nouvelles chaussures. Elles me feront aller plus vite, c'est certain, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle de course. Je disparais. Oui, c'était un mercredi. Ma mère est morte un mercredi matin. Une balle dans la tête, non. Une dans le cœur, simplement. Est-ce qu'elle s'était entraînée à tirer déjà? Ce fusil, c'est mon père qui l'avait rapporté en ville, avec tout ce qui se passait au village. Laisser une arme comme ce fusil de chasse dans cette maison sans personne, ce n'était pas très sûr. Un fusil à double canon pour le petit et le gros gibier. C'est mon grand-père qui l'avait offert à mon père. À la maison, démonter, en plusieurs morceaux, l'assembler et astiquer les canons, mon père le fait régulièrement, je l'observe. Il range toujours une petite pièce dans un autre endroit. Sans elle, le fusil est inutilisable pour celui qui aurait envie de le voler. Cette pièce, oui, bien sûr que nous savons où elle se trouve avec ma mère. C'est rassurant de connaître les secrets. Et si jamais, on pourra se défendre toujours, hein, mon grand? Est-ce mon père ou ma mère qui dit ça? La porte d'entrée claque. Je m'apprête à relever la couette, à sortir de mon lit, rejoindre ma mère dans le sien. La porte de ma chambre grince légèrement. J'entends les pas furtifs de ma mère. Elle marche toujours sur la pointe des pieds comme une danseuse, légère et flottante. Je sens son souffle. Elle s'est blottie contre moi, elle m'enlace. Elle me caresse la tête, me dit de me rendormir. Il est encore tôt. C'est la nuit noire. J'aime bien. Je crois que j'entends le déclic dans ma chambre, ou dans celle d'à côté déjà, je ne sais pas. J'ai dormi longtemps. Nous sommes mercredi, le temps est à nous, et depuis que ma mère ne travaille plus, nous flânons le matin, l'après-midi aussi parfois. De longues marches, à arpenter les rues, à rejoindre des parcs. Ou bien simplement nous restons à la maison. Je dessine des oiseaux, ceux que j'entends dans le parc. Je les imagine. Je continuerai après. Merci. Simplement sur Simon et sa voix, comment tu l'as imaginé au départ? Parce qu'il est un enfant, mais bon, il y a sa perception de l'histoire. Ben, en fait, je crois que j'avais envie de faire entendre la voix de cet enfant, mais pas le faire parler comme un petit enfant. Et aussi, c'est vrai qu'au départ, je me suis inspirée d'une histoire qui était proche. Et, et donc, évidemment, je me suis raconté tout ce qu'on m'avait pas dit sur cet enfant et tout son périple. Je me suis raconté, mais je me suis raconté évidemment, moi Jocelyne, je suis adulte. Mais après, c'est vrai que j'ai eu envie de pouvoir faire entendre cette voix et j'avais l'impression qu'en lui donnant des mots, de le faire parler pas comme un petit enfant. Alors il a des réflexions d'enfant parce qu'il s'interroge, il découvre le monde, il est sensible aux expressions comme la garde-robe par exemple, où il découvre le monde, il observe les adultes, il est attentif à ça, mais après c'est quelqu'un, enfin, je me suis dit, j'avais envie de lui donner aussi une assise et lui donner le verbe pour pouvoir se faire entendre et qu'on puisse qu'on puisse l'entendre et le considérer comme une personne et pas comme quelqu'un qui n'aurait pas de compréhension, qui voilà, lui donner des mots qui peut-être il n'avait pas eu donc lui donner, lui restituer. Moi j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses passionnantes quoi, dans cette voix d'enfant, le fait d'entendre ses sensations, puis d'entendre cette histoire racontée par la raison, enfin pas par la raison, mais plutôt par le cœur. Et puis aussi il y a quelque chose, je trouve, qui était déjà présent dans ton premier roman, qui est le décalage entre ce que l'enfant perçoit et puis ce que le lecteur peut percevoir. Puisque l'enfant, en fait, il est pris dans une situation qu'il dépasse,
Et c'était un peu le cas aussi avec le narrateur de Première à éclairer la nuit, parce qu'il avait une forme de naïveté, ce narrateur-là aussi. Et, Naïveté avec... enfin, oui, naïveté et perversité aussi, un peu. Ouais. Mais en tout cas, quand on est lecteur, il y a des moments où on perçoit plus que le narrateur, et c'est le cas avec Simon aussi. Et puis à travers ses perceptions, le fait qu'il aime passionnément sa mère aussi, qu'il est très attentif à certaines des attitudes de sa mère. On voit des petits déraillements comme ça depuis le début. Donc tout ça, j'ai trouvé ça fascinant comme expérience de lecteur aussi. Bah, c'est vrai que aussi je me suis mis à hauteur d'enfant. Donc qu'est-ce qu'il voit? À chaque fois je me disais alors qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il peut comprendre? C'est-à-dire qu'une situation se met en place, un environnement se met en place, un espace se met en place, et lui où il est là-dedans. Donc à quel là il serait là et il verrait surtout les pieds quoi. Et puis il aurait du mal à voir qui y a derrière. Donc il pourrait imaginer que voilà. Enfin je me dis c'est une expérience aussi physique de je pense beaucoup le physique quand j'écris en fait. C'est je pense l'espace, je pense les gens, je pense les corps, beaucoup les corps, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils voient, comment il agit, dans quel rythme. Voilà, Enfin, je fais des digressions. Non, non, pas du tout. Il y a une autre chose, c'est que le personnage de la mère, donc apparaît que quasiment comme une silhouette, enfin comme un personnage assez présent dans ses interactions avec Simon, présent dans ses interactions avec le père de Simon que lui, l'enfant, observe, et puis par ses conversations téléphoniques. Et je me demandais jusqu'à quel point tu avais imaginé en fait ce personnage de la mère. Eh bien, c'est-à-dire, est-ce que je serais capable de raconter tout son parcours à elle, qui est pas là-dedans? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien ce que je pensais. Oui, parce qu'en fait, les choses, elles s'organisent. C'est-à-dire, parfois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois, je vais montrer un premier plan, mais moi, derrière le deuxième plan, moi, je sais ce qui se passe et comment ça se répercute avec nous. Mais après, elle, tout ce qu'elle vit, ou par exemple, quand elle reçoit le coup de fil dans le supermarché, on comprend pas tout de suite à qui elle a affaire, pourquoi elle va s'évanouir, mais c'est vrai que rétrospectivement, on va comprendre ce qui s'est passé avec ce coup de fil, quel effet ça a eu sur elle. Et après, par exemple, sa vie, ou quand elle l'emmène dans cette maison un peu spéciale, où on se rend compte qu'en fait, c'était sa psy. On comprend que c'était sa psy, mais sa psy, à cette femme, ne consulte plus, elle a Alzheimer, et elle avait... comme elle est en perdition, qu'elle sent qu'elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, elle va là où quelqu'un, à un moment donné, lui a donné une certaine assurance, sauf que ce n'est plus le lieu pour, puisque cette femme ne consulte plus, qu'elle est très vieille. Et, donc évidemment, il y a tout un passé, tout un passif de la mère, évidemment, que je pourrais raconter. Qui sont ses parents. On comprend par exemple que le père et la mère de Simon, mais ça c'est par petites touches, on comprend que c'est pas le même milieu social. Mais ça, on va le comprendre avec les grands-parents qui vont venir après, leur manière d'être avec l'enfant, avec les gens qui ont recueilli Simon. On sent comme ça une lutte des classes, enfin une fracture sociale. Il y a ces touches comme ça qui... Oui, ça apparaît par juxtaposition en fait. Alors sur la tonalité du roman, donc l'enfant il est au cœur de ce drame qu'il dépasse, il va être ballotté puisqu'il va être voilà, il est ballotté du fait de ce qui se passe dans les vies des adultes. Donc ce qui est frappant, c'est que cette histoire elle est très tragique, pourtant le récit il est lumineux, il est d'une grande vivacité. Ça je trouve c'est grâce aux expériences concrètes. Grâce aux sensations de l'enfant et puis grâce à l'écriture aussi qui est très vivante, qui alterne ce qu'on a entendu, quoi. Les monologues, les pensées, les dialogues. Je voulais savoir comment tu écrivais aussi, si tes autres activités influençaient ton écriture romanesque.
Bah, certainement, certainement. Après, euh, c'est-à-dire, par exemple, pour Simon, c'est vrai qu'il vit des choses très difficiles, mais lui, bah, comme un enfant, et de toute façon, il est dans la vie, donc il saisit tout ce qu'il voit, il saisit tout ce qu'il vit, il est toujours dans l'instant. Donc, et après, évidemment, avec des manques. Donc, par exemple, quand il va trouver cette chouette, il va l'appeler comme sa mère parce que sa mère lui manque. Mais il le dit pas aux adultes parce qu'il perçoit quand même qu'il y a des choses. Voilà, ça pourrait, voilà, c'est son jardin secret, mais aussi il peut percevoir que peut-être ça pourrait aussi blesser les autres. Donc il a quand même une conscience de là où il faut pas dépasser pour protéger aussi les adultes. Enfin, comme avec sa mère, il dit pas au père ce qu'il fait avec sa mère, parce qu'il sait que ils sont allés à un endroit où le père ça aurait peut-être pas été d'accord, et le lendemain, quand le père lui demande où il était, il raconte pas tout. Et, et après sur le fait que, enfin, en fait, c'est-à-dire, moi, c'est par retour de lecteur qu'il y a des choses que je comprends. Mais moi, quand je suis dedans, que j'écris, que je suis dedans, je me pose pas la question de savoir si c'est tragique ou pas. C'est, en fait. Donc, des choses ont lieu que je décris, et je me dis, bah, comment il fait à cet endroit-là. C'est-à-dire que, la fin, par exemple, n'était pas prévue. Mais je sais que quand j'ai écrit, j'avais des sortes de, comme une sorte de repères comme une sorte de point de rendez-vous. Mais comment j'allais à ces rendez-vous, je savais pas forcément comment j'allais y aller à chaque fois. Et, euh, et le dernier rendez-vous, je l'avais pas prévu. Voilà. En plus, je parle de la fin et de la forme générale. Il y a une expression qui a été employée dans le monde, une journaliste qui a dit que Simon pouvait se lire comme une démonstration mathématique à la beauté douce et glaciale. Et moi, ce qui m'a plu, c'est dans le terme mathématique, j'ai trouvé qu'il y avait une grande rigueur dans la construction formelle du roman, qu'il y avait une beauté, une sorte de beauté de forme, de construction quasiment géométrique du roman, qu'on retrouve par exemple chez Julia Deck. Et je voulais savoir ce que tu pouvais nous dire de la construction générale du roman. Et justement, est-ce que tu connaissais la finalité? Bon, tu viens de dire que la fin était arrivée. Ou est-ce que était arrivée au fur et à mesure de l'écriture? Oui, Mais j'ai trouvé que la forme était particulièrement belle, quoi. La construction générale du merci beaucoup. Euh, sur la construction, oui, pour Simon, comme ça, j'avais des balises, et je savais que j'allais aller là. Comment? Je savais pas. Donc il y a des choses qui avaient lieu, des rencontres, l'oiseau là qui vient taper contre la vitre, je savais pas que il allait taper contre la vitre, mais il est avec. Mais je savais qu'il allait vivre des choses avec. Est-ce qu'il était à la campagne? Je savais qu'il allait avoir une séquence à la campagne. Comment est-ce qu'elle allait se passer vraiment? Je savais qu'avec ces gens-là, ils allaient avoir des activités à l'extérieur. Mais par exemple, l'oiseau, la taxidermie, ça, c'est arrivé comme ça. Donc il y a quand même des choses qui échappent, même si c'est moi qui décide, qui écrit. Hein, il y a des choses. Mais par exemple, par rapport à première, c'est sur la construction, par exemple par rapport à première éclairer la nuit, quand j'avais donné le manuscrit à Paul Tchaikovsky-Laurence, ça, quand on s'était vu au premier rendez-vous, il était, comment dire, encourageant sur le livre. Et c'est vrai qu'il m'avait demandé de réfléchir sur soit développer plus tout le contexte historique et social, soit resserrer il m'avait dit, soit vous développez plus ce contexte historique et social, soit vous resserrez
sur l'histoire d'amour. Et je ne vous cache pas que j'ai une préférence pour la seconde solution. Donc c'est vrai que quand je suis ressortie du bureau, je me suis dit bon là j'ai bien entendu quand même. Donc je suis rentrée et j'ai fait un peu comme une sorte comme avec le montage. C'est pour prendre des exemples de cinéma. Mais j'ai énormément coupé. Donc peut-être un tiers du texte de départ où j'ai élagué comme ça. J'ai élagué le plus possible. Et après pour Simon. Je crois que du fait d'avoir eu cette expérience de première à éclairer la nuit, pour Simon, j'ai tendu à chaque fois au plus... je tendais l'arc, quoi, à chaque fois le plus possible, et pour élaguer tout de suite tout ce qui pouvait être fioriture. Et, mais j'ai l'impression aussi que parce que il y avait un éditeur que je savais que Paul Tchaikovsky-Lawrence allait le lire, je faisais pas ma ligne, quoi. Je me disais, c'est-à-dire que autant il y avait peut-être pour le premier une certaine insouciance et inconscience de l'écriture parce que c'était la première fois que voilà, autant là il y avait un choix délibéré de vraiment écrire un roman. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait très attention à chaque segment, voilà. Et la fin du livre, les dernières phrases, elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle est à la fois très tragique et en même temps, c'est une forme d'ouverture dans cette fin. J'ai trouvé ça magnifique. Ah bah merci. Alors cette dernière phrase, ben oui, c'est tragique. Enfin moi voilà c'est. Mais ça m'a quand même permis, par exemple, j'ai une amie qui a aimé le livre, tout ça, mais à qui j'écris une autre fin. Voilà, je lui ai envoyé, suite à sa première lecture, une autre fin. J'ai écrit une fin spéciale pour elle, voilà, pour la réconforter. Et donc, mais ça pourrait être une suite. Et ce qui est marrant, c'est que, par exemple, je me dis Simon, ça pourrait être une suite aussi de première à éclairer la nuit, en fait, puisque le personnage du père s'appelle Antoine. Chez Simon, il s'appelle Tony. Parce que souvent, de toute façon, dès que j'écris quelque chose, les pères s'appellent Antoine et le fils Simon. Comme ça, c'est... et je me dis, en fait, oui, par exemple, Simon, ça pourrait être une suite de première 10 ans après. Moi, j'ai trouvé que les deux romans étaient magnifiques et très différents, mais qu'il y avait des choses qui les rassemblaient de manière très forte. Le fait ce thème de l'arrachement entre parents et enfants, enfants et parents, puis le fait que ça y ait je vais dire entre guillemets, un innocent. C'est vrai que dans Première à éclairer la nuit, et même Simon d'ailleurs, il a ces moments de grande lucidité. Voilà. Mais qui sont pris dans des schémas, des situations qu'ils appréhendent pas totalement, et qui créent justement ce décalage. Bah, c'est vrai que ce sont à chaque fois des situations où, c'est-à-dire, c'est des personnages qui sont toujours actifs et en même temps, ils sont agis par des choses qui sont plus grandes qu'eux. D'où le fait que ce soit des situations tragiques, puisqu'ils vont vivre des choses qu'ils n'ont pas décidé de... Voilà, ça arrive, ça a lieu. Et comment ils font avec ça. Mais... Peut-être tu peux nous dire quelques mots sur Première à éclairer la nuit, puis nous en lire un extrait. Alors, donc là, c'est donc Première à éclairer la nuit. Donc là, c'est un narrateur, Antoine, donc qui a 28 ans et qui est tombé donc qui s'est follement épris d'une collègue de bureau et là, je vais vous lire un passage où il découvre que le mari de sa collègue de bureau a une maîtresse.
Un soir de semaine, je suis chez moi, seule, j'ai faim. Une envie subite de me manger une bonne grosse andouillette. Je me rends en courant chez le spécialiste dans le quartier Saint-Jean. Je vole en pensant à ce régal, mes jambes me transportent à une vitesse éclair, je cours sans effort. Et là, de l'autre côté de la passerelle, je tombe nez à nez avec le mari de Christine, très affairé à caresser les seins d'une femme. Ils sont assis sur un banc en bord de Saône, le mari de Christine, Louis, est de profil, mais plutôt tourné vers la belle. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on désire? Cette sensation, cette impression d'avoir le don d'invisibilité. Le désir capte et engloutit tout, discernement. Le monde environnant n'existe pas. Mon envie d'andouillette ne fait pas le poids avec mon désir de guetter le mari de celle que j'aime avec une autre. Mon lieu d'observation simplissime. Le café de l'autre côté de la rue. La vitrine pile en face du banc, pas mieux. La femme est blonde aussi, comme Christine. Mais ses yeux à elle sont noirs, une fausse blonde sans doute. Elle porte un imperméable court qui doit arriver aux genoux, une jupe gris foncé, des talons. Quand ils vont se mettre debout, une tête au moins de plus que ce petit Louis. Une femme libre. Alors que très certainement, même à plat, elle est beaucoup plus grande que lui. Elle porte des talons et il veut bien. Être un couple désaccordé sur les codes à la mode ne leur fait pas peur. Elle est vêtue d'une chemise blanche, à ce moment-là, pour un bon spectateur que je suis, déboutonné, qui laisse entrevoir un sein. Un sein que Louis pétrit, un sein laiteux. Les seins de Christine sont plus petits. Elle n'a presque pas de seins. Leurs baisers sont langoureux, leur désir de sexe est visible. Ils s'embrassent tout en se regardant. C'est elle qui a saisi la main de Louis qu'elle a sans ménagement portée jusque sous son imperméable. Elle s'est levée d'un bond en riant, a réajusté sa jupe et s'est jetée à l'intérieur d'un bus. Louis était toujours assis, je l'ai vu se remettre les parties en place. Rempli par ce dont je venais d'être témoin, je n'avais plus faim. Je suis rentrée, je n'ai pas dormi, surexcitée. Je me suis posé la question, dire ou ne pas dire? À Christine, bien sûr. Le lendemain, je suis arrivée tôt au bureau. Je voulais être là à l'arrivée de Christine, être capable de reconnaître sur son visage les signes de fatigue, de pleurs, les yeux rougis peut-être. Être présent si elle téléphonait pour prévenir qu'elle ne pourrait pas venir ce jour, prétextant que sa fille était malade ou que la nounou s'était cassé une jambe, être celui qui répondrait et entendrait sa fébrilité de l'autre côté du combiné, parce que bien sûr, Louis était rentré hier soir et il lui aurait dit, ou bien l'aurait vu, à la façon dont il n'osait plus la regarder les yeux dans les yeux, qu'il y avait quelqu'un. Elle est arrivée, rayonnante, dans une robe à fleurs, c'était le printemps qui pointait derrière ce tissu fond blanc, fleur bleue. Une robe cintrée, sa taille fine, évasée en bas à hauteur du genou. Elle a tourné sur elle-même comme une petite fille. J'ai vu ses bas, sa culotte, blanche, caresser ses fesses. Oui, ça m'a plu, ces gros coquelicots bleus. Depuis toujours, je fais mes robes. Ma tante qui m'a appris. Oui, Marguerite, promis, je t'en ferai une. Oui, je t'apprendrai si tu veux. Je l'ai regardée à nouveau en me rendant dans le bureau du directeur. Elle était assise, elle avait fait l'amour. Louis avait dû la baiser hier en rentrant. Maintenant, je peux l'appeler Louis depuis que je l'ai vu dans son intimité, même si je ne lui ai toujours pas serré la main. Je n'ai rien dit, mais j'avais envie. Parfois, j'ai des pensées sadiques, perverses. Lui faire mal, l'arracher à cet amour qu'elle croit qu'elle a, qu'elle se raconte qu'elle a. J'ai soif d'absolu. À cette époque, je ne savais pas qu'on pouvait aimer plusieurs personnes à la fois. Je pensais que c'était ou tout ou rien, blanc et noir. Noir comme les yeux de la maîtresse de Louis, et blanc comme les fesses de Christine. Un vendredi soir, je suis sortie avec François Laroussette. Je devrais dire Julia. Elle s'appelle Julia, c'est officiel, ils vont se marier dans quelques mois. On est sortis tous les trois dîner au restaurant comme chaque fin de semaine. Ce soir-là, plus émotif que d'habitude, j'ai bu sans doute davantage. On était assis tous les trois en fond de salle, François et Julia côte à côte, moi face à Julia. Je me souviens que je les regardais, qu'on riait. Julia nous racontait sa voisine du dessous, Madame Picard, une vieille femme qui perdait un peu la tête et qui se plaignait régulièrement aux uns et aux autres de trouver sa boîte aux lettres défoncée. Et ce matin, Julia a surpris Madame Picard, un marteau à la main, en train de se déchaîner sur sa propre boîte parce qu'elle ne trouvait pas la clé. François a mis sa main délicatement sur l'épaule de Julia. Elle a penché sa tête contre sa joue, le regard tendre et amoureux. Je me suis mis à pleurer. Pleurer, je ne me contenais plus. Des sanglots comme des râles. Julia et François se sont levés, ils se sont assis tout près de moi, leurs corps comme deux bouillottes de chaque côté du mien, meurtris par le chagrin, ont réchauffé mon cœur. François a commandé une autre bouteille, on a bu, blottis les uns contre les autres comme trois frères de la vie. C'était doux, amical. Julia, c'est comme un copain, parce que Julia, c'est la femme de François, et que François, c'est mon frère choisi. Je n'ai pas dit son nom,
mais j'ai dit que j'aimais une femme, mariée. Je n'ai pas dit non plus tout le plan que j'avais échafaudé dans ma tête. Une des choses qu'on a entendues, c'est que ça se déroule dans une ville dont on comprend que c'est Lyon. Oui, Alors que dans Simon, les lieux sont décrits, par exemple, l'endroit où il est emmené après le drame est décrit, c'est une ferme, enfin, une ancienne ferme à la campagne, mais il n'y a pas d'indication géographique. non. Ici, il y en a une. Par contre, il y a une forme d'imprécision pour moi quand j'ai lu Première éclairée la nuit sur l'époque. Pourtant, il y a quand même quelques éléments qui donnent à penser que c'est que c'est des enfants qui sont nés après la guerre, enfin ou pendant la guerre, donc ils ont on est dans les années 70, fin 60-70, au moment où se passe le roman, puisqu'il parle de la guerre d'Algérie. Enfin, il dit, enfin, c'est au tout début, quand il dit son retour de guerre, mais j'ai pas nommé la guerre d'Algérie. Mais après, par exemple, François, les parents de François, les déportations, donc on comprend, enfin, que la 45 est, voilà, c'est pas si loin, quoi. Donc ça les met aussi dans une urgence de vie qui est pas tout à fait la même. Et aussi, oui, il y a d'autres petits éléments comme ça qui résonnent avec la guerre d'Algérie, mais c'est pas nommé. Parce qu'il dit à mon retour de guerre. Enfin, Au début. ouais, au tout début. J'ai rencontré Christine à mon retour du pays en guerre. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai gommé un maximum, mais en laissant quand même des éléments parce que je trouvais que ça racontait quand même quelqu'un qui avait été témoin d'atrocités. Et donc, quand il arrive à Lyon, il est quand même il dit qu'il n'entend plus les oiseaux, qu'il n'entend plus le chant des oiseaux, qu'il ne peut plus transmettre. Donc on comprend que il a été prof aussi et qu'il a qu'il a choisi un autre métier parce que vraiment il a tellement vu des horreurs que il ne se sent pas capable d'être dans la transmission parce que être dans la transmission, ça voudrait dire transmettre ce dont il a été témoin et il ne peut pas. Et alors il raconte cette histoire en fait après, de manière rétrospective. Oui. Pourquoi tu as choisi Alors disons que c'est une histoire évidemment qui est assez proche de mon histoire personnelle et j'ai raconté cette histoire déjà d'une autre façon, en prenant un autre point de vue et je me suis première, je me suis mis à l'endroit, là encore, d'un absent, d'un manque, de quelqu'un que je n'ai pas connu. Donc je me mets à l'endroit, je me mets à l'endroit de tous les manques. Voilà, mais bon, après ça c'est ma cuisine. Hein. Je vais pas trop rentrer dans la cuisine. Et alors par contre dans Simon, pourquoi tu as laissé cette brume sur la localisation précise des lieux? À la fois la ville de départ et ensuite la maison à la campagne, donc où Simon va, où son père l'emmène parce que son père a été heureux à cet endroit, donc il a sans doute envie que son fils soit heureux. Les choses sont toujours d'ailleurs comme ça par touche, on les devine. Le lecteur, en fait ton lecteur doit être actif, doit faire une partie du travail. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a de la place pour laisser l'imaginaire au lecteur. Et là par exemple pour Simon, je pense que c'est aussi parce que c'est un enfant qui raconte et que lui en fait, la ville, c'est là où il vit avec ses parents, là où il va à l'école. Est-ce qu'il peut vraiment nommer la ville? Pas sûr. Quand il va à la campagne, on l'emmène à un endroit, mais est-ce qu'il... voilà, peut-être qu'il entend des noms, mais c'est pas très précis. Et après, c'était aussi, j'ai l'impression, pour pouvoir permettre à chacun de se projeter à cet endroit de l'enfance où j'ai l'impression qu'on a tous connu un endroit où on a eu chaud, avec des gens qui ont pris soin de nous quand on était petits, où on a eu des jeux à des endroits, voilà. Et j'avais peut-être aussi envie de permettre à chacun de se retrouver dans Simon, de retrouver une partie de l'enfance qu'on a perdue quand on est adulte, voilà, ou qu'on a complètement en soi, et de retrouver un petit peu de cette chose de l'enfance qu'on a tous. Mais pour moi, c'est très précis. Les lieux sont très très clairs. Je sais exactement
je vois bien les parcs, je vois bien les rivières, je vois les maisons. C'est extrêmement précis et aussi j'ai l'impression que Simon c'est comme une figure c'est-à-dire cette tragédie, ça pourrait être à chaque fois des personnages, ce sont des héros ordinaires pour moi, mais en même temps, c'est comme s'ils faisaient partie d'une mythologie qu'on porte tous en nous. Et donc, j'ai l'impression que si je nommais les lieux, je rétrécissais les choses. En les nommant pas, je laissais à chacun la possibilité d'ouvrir et de déployer son imaginaire et que les choses comme ça qui sont racontées en creux, que ça résonne en chacun, mais c'est vrai que ça demande au lecteur d'être vigilant parce que parfois, voilà, ça s'opère par voilà, des détails qui sont donnés, qui sont... et- Merci beaucoup. Je vous invite, alors si vous avez déjà lu les romans de Jocelyne, à les offrir, à continuer la discussion autour d'un verre et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.